877 blessés, dont 17 par balle. C'est le bilan encore partiel des 3 jours gras du carnaval national communiqué hier par le directeur départemental de l'Ouest de la santé publique, le docteur Martial Bénèche. Aucun mort n'a été recensé, a-t-il indiqué. Et dans ce journal, on fait un coup de projecteur sur le Champ de Mars. 3 jours après les festivités, tous les stands ou presque ont été déjà démolis. Cependant, le site on est de piles d'immondices qui dégagent des odeurs nauséabondes. N'empêche que les activités ont repris timidement. La fusion des sociodémocrates a dit souhaiter que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif se déclare incompétente dans le dossier Petro-Caribe. La présidente Edmonde Bozil est très remontée contre les sénateurs de la majorité qui, selon elle, ne se sont pas montrés à la hauteur. Oxfam a dévoilé ce vendredi son plan d'action pour s'attaquer au problème de harcèlement sexuel dans le sillage de scandales impliquant des prostituées en Haïti, décrit par le directeur mondial de l'organisation comme une tâche qui lui fera honte pendant des années. L'organisation a annoncé la création d'une commission qui opérera à distance d'Oxfam et qui aura accès au registre de l'ONG à ses employés avec qui seront menés des entretiens afin d'identifier les abus. Le Belge Roland van Auwermeiren, ancien directeur au Tchad et en Haïti, pour Oxfam, s'est défendu hier d'avoir organisé des orgies avec de jeunes prostituées en Haïti, rejetant ainsi une partie des accusations. Mais il est à noter que cet individu, âgé de 68 ans, avait fait l'objet dès 2004 d'une plainte pour abus sexuels lorsqu'il était en poste au Libéria pour une ONG britannique. À noter que le scandale a eu des répercussions hier jusqu'en Afrique du Sud, où l'ancien archevêque Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, a annoncé qu'il renonçait à son rôle d'ambassadeur pour Oxfam. L'ancien conseiller de la Maison-Blanche, Steve Bannon, a été interrogé cette semaine par les enquêteurs chargés de faire la lumière sur une possible collusion entre la Russie et l'équipe de campagne de Donald Trump pour la présidentielle de 2016, rapporte CNN. Le président Nicolas Maduro, le Vénézuélien donc, a affirmé hier qu'il assisterait au sommet des Amériques les 13 et 14 avril à Lima, malgré la mise en garde du gouvernement péruvien. Vous êtes sur Vision 2000, vous suivez le journal du matin, vous avez fait le bon choix. Merci de votre fidélité. Il est 7h05. Alors voilà, bon, je vais vous rappeler les noms des invités de Valérie Lima ce matin. Gaël Pesson, spécialiste en matière de sécurité d'incendie, et puis Fred Guizet pour parler du carnaval national. À tout de suite.
s'est passé en Haïti est une tâche sur Oxfam qui nous fera honte pendant des années à juste titre, a déclaré Winnie Bianyima, directrice exécutive d'Oxfam International. Du plus profond de mon cœur, j'implore le pardon, a-t-elle ajouté. L'ONG a mis à avoir manqué de transparence dans sa gestion du scandale haïtien qui a fait fuir ses soutiens en nombre et a poussé le gouvernement britannique à menacer de suspendre les subventions aux organisations qui dissimuleraient des scandales sexuels. Et puis l'ex-employé belge mis en cause dans ce scandale nie avoir organisé des orgies. L'individu avait fait l'objet dès 2004 d'une plainte pour abus sexuels lorsqu'il était en poste au Libéria. Je ne suis jamais entré dans un bordel, une boîte de nuit ou un bar en Haïti, affirme le Belge de 68 ans dans une lettre de 4 pages rendue publique sur le site web de la télévision privée belge VTM News. Il y a eu de nombreuses tentatives d'hommes et de femmes de pénétrer dans mon domicile avec toutes sortes d'excuses pour demander de l'argent, exigeant un emploi ou encore offrir des services sexuels, mais je n'ai jamais cédé à leurs avances, déclare-t-il. L'ancien responsable d'Oxfam admet cependant dans une enquête interne menée par l'ONG britannique avoir eu des contacts intimes à 3 reprises à son domicile. C'était avec une dame honorable et mature, pas une victime d'un tremblement de terre, ni une prostituée, et je ne lui ai jamais remis d'argent, assure-t-il, ajoutant toutefois en avoir profondément honte. Dans des déclarations au quotidien populaire flamand et Newsblad, publié hier, M. Van Auwermeren a estimé que certains faits qui lui sont reprochés ont été exagérés. Roland Van Auwermeren avait fait l'objet dès 2004 d'une plainte pour abus sexuels lorsqu'il était en poste au Libéria pour l'ONG britannique et Merlin. Il faut dire que le scandale a eu des répercussions hier jusqu'en Afrique du Sud, où l'ancien archevêque Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, a annoncé hier qu'il renonçait à son rôle d'ambassadeur pour Oxfam. Et dans un communiqué, Monseigneur Tutu se dit profondément déçu par les accusations d'immoralité et de possibles comportements criminels impliquant des travailleurs humanitaires liés à l'ONG. Ce conseil de la Maison-Blanche aussi, on a été interrogé cette semaine par les enquêteurs chargés de faire la lumière sur une possible collusion entre la Russie et l'équipe de campagne de Trump pour la présidentielle de 2016. M. Bannon a été interrogé pendant des heures de jours durant par l'équipe du procureur spécial Robert Mueller, a ajouté hier soir CNN, citant une personne proche de l'enquête. L'ancien haut conseil ultra-conservateur de M. Trump a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées dans tous les domaines sans exclusif, a ajouté cette personne selon CNN. Steve Bannon a connu au plus près l'ascension de Donald Trump et il a dirigé sa campagne dans la dernière ligne droite puis était son conseiller durant les 7 premiers mois de sa présidence. L'ex-stratège a notamment participé à des réunions durant la période de transition pour la présidence qui intéresse les enquêteurs. Et hier, M. Bannon a comparu devant la commission du renseignement de la Chambre, mais face aux représentants des deux partis, il a invoqué son droit à ne pas répondre aux questions concernant la période de transition et son séjour à la Maison-Blanche. Il faut dire que l'équipe de M. Mueller devait également interroger M. Bannon à propos du renvoi du directeur du FBI James Comey et du conseiller présidentiel à la sécurité nationale Michael Flynn, toujours selon CNN. Deux frères arrêtés à New York pour fabrication de bombes. Un ancien professeur de lycée à New York et son frère jumeau ont été arrêtés hier et inculpés de tentative de fabrication d'engins explosifs, ont annoncé les autorités judiciaires. Christian Toro, ancien professeur à Harlem, un quartier de New York, et son frère Tiller Toro, qui sont âgés de 27 ans, avaient entreposé du matériel pour la fabrication de bombes dans l'appartement qu'ils partageaient dans le quartier de Bronx. Christian Toro avait démissionné de son poste de professeur à Harlem l'an dernier. Au moment de son départ, son frère Tilia s'était chargé de rapporter au lycée l'ordinateur qui lui avait été fourni. Le personnel y avait découvert alors des instructions pour la fabrication d'engins explosifs. Sur les élections aux États-Unis,
les services de renseignement et de sécurité des États-Unis vont rencontrer les responsables électoraux des 50 États ce week-end pour leur présenter la menace qui pèse sur les législatives et sénatoriales du mois de novembre. Ces réunions sont confidentielles et seront assurées par des représentants de l'ODNI, du Bureau fédéral d'enquête et du département de la sécurité intérieure. Dans ces réunions, il sera présenté des exemples de tentatives récentes d'interférence par des milieux hostiles au système électoral américain, apprend-on de sources proches du dossier. Les responsables électoraux recevront également des conseils pour améliorer la sécurité. Les services de renseignement américains ont déjà dit que la Russie de Vladimir Poutine avait tenté d'influencer l'élection présidentielle de 2016 pour aider Donald Trump à battre le candidat démocrate Hillary Clinton. Des affirmations contestées par le candidat républicain devenu président. Nicolas Maduro ira au sommet des Amériques au Pérou malgré le refus de Lima. Et ils ont peur de moi, ils ne veulent pas me voir à Lima, ils vont me voir qu'il pleuve, qu'il y ait du tonnerre ou des éclairs par désert, par terre ou par mer. J'arriverai au sommet des Amériques avec la vérité du Venezuela, a déclaré le président socialiste lors d'une conférence de presse. Il faut dire que mardi, le Pérou, hôte les 13 et 14 avril du sommet des Amériques, réunissant des chefs d'État de 35 pays du continent et des Caraïbes, avait fait savoir que le président Maduro n'y serait pas le bienvenu et lui a demandé de s'abstenir d'y participer. Mais le chef d'État a su avoir reçu mercredi une lettre d'invitation du président péruvien Pedro Pablo Kuczynski. Cette lettre de Pedro Pablo Kuczynski est arrivée pour m'inviter au sommet des Amériques. Mettez-vous d'accord, ils veulent répéter avec le Venezuela le mauvais traitement qu'ils ont réservé à notre sœur Cuba. Mettez-vous d'accord, ils sont faux, a-t-il déclaré en montrant la lettre aux journalistes. Un peu plus tôt, Cuba, grand allié politique du Venezuela, avait dénoncé hier l'exclusion de ce dernier du sommet des Amériques. Mais toujours mardi, le ministre des Affaires étrangères du groupe de Lima, alliance de 14 pays du continent américain, avait demandé au gouvernement de Nicolas Maduro de fixer un nouveau calendrier électoral au lieu de l'élection présidentielle anticipée prévue le 22 avril. Sans programme, sans débat et sans opposant de poids, Vladimir Poutine se contente de faire campagne à minima pour remporter la présidentielle du 18 mars et s'offrir un 4e mandat. Et dans une usine de Rostov sur le Don, en réunion avec des scientifiques à Novosibirsk en Sibérie, commémorant la victoire soviétique face à l'Allemagne nazie, à Volgograd, l'homme fort de la Russie depuis plus de 18 ans multiplie les apparitions publiques en tant que chef d'État, mais se garde bien de toute promesse, de tout bain de foule ou de tout meeting électoral. Poutine ne mène pas une campagne électorale, il remplit ses obligations présidentielles et cela constitue sa campagne. En résumé, le politologue Andrei Kolosnikov du centre Carnegie, c'est le seul candidat sans programme, c'est très alarmant, c'est une preuve de mépris envers son peuple, a-t-il dit. L'issue du scrutin, dont le principal opposant Alexei Navalny a été écarté en raison de condamnations judiciaires, fait peu de doutes. Sauf énorme surprise, Vladimir Poutine sera réélu pour un mandat courant jusqu'en 2024, près d'un quart de siècle après avoir été désigné successeur de Boris Eltsine. Sexe et politique ne font pas bon ménage en Australie où la coalition au pouvoir risque de perdre sa très faible majorité parlementaire à cause d'une relation extra-conjugale impliquant le vice-premier ministre Barnaby Joyce. En effet, le premier ministre Malcolm Turnbull a décrété hier que les relations sexuelles entre les ministres et leurs collaborateurs ou collaboratrices étaient désormais interdites. Il a jugé que son adjoint avait fait preuve en la matière d'une erreur de jugement choquante, laissant qu'il devrait démissionner. Et il faut dire que Barnaby Joyce, 50 ans, chef du Parti national, formation conservatrice bien implantée dans les zones rurales, fait campagne pendant les élections sur les valeurs familiales. Marié pendant 24 ans et aujourd'hui séparé, père de 4 filles, il a entretenu une liaison avec une ancienne assistante qui attend aujourd'hui un enfant de lui. Et aujourd'hui, il a refusé de démissionner, contre-attaqué en qualifiant les propos de Malcolm Turnbull d'ineptes. La justice turque a décidé aujourd'hui de remettre en liberté un journaliste germano-turc emprisonné pour terrorisme depuis un an, levant un obstacle majeur sur la voie d'une amélioration des relations très tendues
du pays avec l'Allemagne. Selon l'agence étatique turque Anadolu, le journaliste a été remis en liberté conditionnelle après avoir accepté un acte d'accusation réclamant jusqu'à 18 ans de prison contre lui. L'agence n'a pas précisé dans l'immédiat quelles étaient les accusations portées contre M. Yüksel. Nous pouvons confirmer que M. Denis Yüksel a été remis en liberté. Nous sommes soulagés et contents, avait auparavant indiqué un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Rainer Boel, lors d'un point de presse à Berlin. Le porte-parole avait précisé que le chef de la diplomatie allemande, Sigmar Gabriel, s'est beaucoup investi dans les derniers jours et les dernières heures pour contribuer à une solution en liaison avec son homologue. Merci Valmond, merci Darboz. Merci Marie-Lucie, merci à toutes et à tous. Écoutez Radio Vision 2000 sur le www. Actualité nationale, la présidente du parti Fusion, l'ex-sénatrice Edmonde Supplice-Bozil, est montée au créneau pour dénoncer la façon dont le Sénat de la République, dominé par une majorité pro-présidentielle, a traité le dossier Petro-Caribé. Il est décevant de constater que l'institution parlementaire ne se soit pas montrée à la hauteur de cette noble tâche qui consistait à lancer le grand procès Petro-Caribé devant marquer le début de l'affaire de la corruption en Haïti, déplore Edmonde Supplice-Bozil, l'ancienne candidate à la présidence, qui dit souhaiter que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif se déclarant incompétente dans cette affaire, estime que la plainte déposée par le citoyen Johnson Collin contre ceux qui sont accusés dans le gaspillage des fonds Petro-Caribé doit suivre son cours. Écoutez la déclaration de l'ex-sénatrice Edmonde Supplice-Bozil au micro de Marie-Hélène Saint-Aimé-Masséus. Mardi, auditeurs auditrices, Vision 2000, nous sous une période carnaval, une période difficile, côté que un pile machin a souffert après ça crivé dans marché. Nous connaissons que tout l'esprit monde focus sur ça passé et il a oublié petit, même j'ai oublié déclaration président américain. Au fur et à mesure, il a mis le dossier Petro-Caribéen en tiroir. Ça fait que nous t'étonnons, notre ça a écrit longtemps, depuis vote qui passait dans le Sénat. Nous te dit que la période festive, carnaval a fini pour nous rendre notre public, pour nous dire, une autre fois encore, nous-mêmes comme démocrates, nous pas quitter l'intérêt dossier Petro-Caribé. Je te les oublier jamais. Nous avons toujours campé pour nous accompagner les gens qui portent dossier devant la justice. Et c'est pour ça que nous disons dans notre plan que nous battons bravo pour citoyens Collin qui ont courage avec tout avocat pour porter dossier ça et nous courir action ça. Nous te disons déjà maintenant le pile. Dans le pile pour nous dire que nous croyons que Haïti signe et c'est membre Haïti c'est membre des Nations Unies. Et nous entendons le président Jovenel Moïse dit qu'on ça lui-même lui a gourmé contre corruption. Nous voulons prendre le mot. Nous voulons prendre le mot pour nous dire que dossier ça c'est Avel. C'est lui-même qui a servi miroir pour nous garder le président Jovenel Moïse Nanger pour nous connaître si c'est vrai l'a respecter gros cause ça passer tout côté que le déclaré vice-président le gourmet contre corruption. S'il pas gourmet contre corruption, n'a dit nous tous haïtiens, nous c'est nationalistes, nous lever des rapports à camper comme nationalistes pour nous et l'un a défendre l'intérêt. Je dis à ma demande pour nous défendre l'intérêt comme membre OEA, comme un membre des Nations Unies. Nous dans organisation internationale ça yo. Si nous dans organisation internationale ça yo, n'a demandé pour nous prendre conscience de limitation système judiciaire. Juge d'instruction que remettre dossier ça, Pape Kamenel pour confier s'il pas un bon appui technique. N'a rappelé que nous signions Convention des Nations Unies contre la corruption 12 décembre 2003 et 14 septembre 2009 nous votons. Convention interaméricaine contre la corruption 29 mars 1996 et 14 avril 2004 nous ratifions. Donc nous voulons pour que tout le monde connaisse que l'État haïtien signé la convention ça yo. Fusion choisie pour le président Jovenel Moïse au mot. Sous volonté que le deal gagne pour éradiquer la corruption dans le pays. Je dis à président Jovenel Moïse, ou face à responsabilité, ou face à engagement, on comprend devant le monde. Je dis à pas de temps pour promesse, ni temps pour campagne, c'est temps pour action. Faut que je dis on passe à l'action. Donc nous pensons que le Cour supérieure des comptes pas quel rien la faire, que retourner le dossier à dire, lui est compétent pour le dossier ça, et que le président Jovenel Moïse prend responsabilité devant le monde et devant nous-mêmes, comme citoyens, comme citoyennes, comme démocrates.
L'ex-sénatrice Edmonde Chouplis Bozil, la présidente de la fusion des sociodémocrates haïtiens. Le dossier de l'éventuelle interpellation du ministre de la Justice et de la Sécurité publique Eddy Fortuné, la question devrait être débattue à la conférence des présidents lundi prochain, a indiqué hier l'un des députés interpellateurs, Franck Louthion. Selon lui, la conférence des présidents n'aura d'autre choix que de fixer une date pour la séance d'interpellation et d'en informer le garde des Sceaux de la République. Nous l'écoutons. Il y a une motion d'interpellation qui est déposée dans le bureau chambre de députés. Il y a à peu près une semaine, c'est une motion d'interpellation contre le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Ça a été discuté en conférence des présidents, la toute dernière conférence des présidents de lundi dernier. Par la suite, le bureau a été saisi de la motion. Mais tant que le règlement intérieur a prescrit, c'est la conférence des présidents qui est lui-même compétent pour fixer la date de la séance. C'est-à-dire, la saisine du bureau est opérée. Maintenant, il était pour que la conférence des présidents, la plus prochaine conférence des présidents, lundi, fixera la date de la séance d'interpellation. Jusqu'à date, nous faisons de carnaval. Donc, je dis à la pas gagné activité policière du tout. Pas en mesure pour me confirmer ou infirmer. Un fait certain, c'est que conférence des présidents a bien pour fixer cette date-là et c'est alors que le bureau a informé le ministre de la date arrêtée pour la séance. Ça me fait une relation très étroite entre l'investissement direct étranger dans un pays et la situation sécuritaire de ce pays. On parle de marché dit Open for Business. Le businessman, l'investisseur est un conquérant. Et à ce titre, vous savez, c'est l'information. Information sur l'appareil judiciaire ou fonctionnement de l'appareil judiciaire ou information sur le système juridique ou information sur fonctionnement institutionnel. Tu vois? Donc, cela dit, au niveau du système judiciaire en Haïti, c'est pure catastrophe. Tu vois? Donc, nous gagnons un système, un service pompier pas fonctionné. Le bureau a les mains et les pieds liés. Le bureau est lié par l'interpellation. D'ailleurs, c'est la conférence des présidents qui est compétente pour fixer la date. Donc, pas de rien qu'à empêcher la conférence des présidents de fixer la date. D'ailleurs, le règlement n'a pas dit que la conférence des présidents peut apprécier l'opportunité de la séance. Non. La conférence des présidents fixe la date, aussi simple que ça. Le député Franck Louture, justice encore à la session d'assises criminelles sans assistance de jury qui se déroulait depuis 3 semaines dans la juridiction de Jacmel a été suspendue. Conséquence du mouvement de grève des greffiers huissiers qui réclament de meilleures conditions de travail. Correspondance à Assise criminelle sans assistance jury qui était démarré dans le tribunal pour M. Jacmel là, dans la date 22 janvier 2018 passé, bloqué dans la route. Sur 12 cas, c'est seulement 6 là-dedans qui arrivent dans des situations ça présentées à cause greffier accusé dans la juridiction qui tombe un mode de grève pour exiger augmentation de salaire avec meilleures conditions de travail. D'après droit tribunal Ahmed Carlo Joulmis, qui dit souhaiter qu'il y ait une entente qui joue en différents acteurs dans l'idée pour résoudre la crise là. Il y a une raison, c'est question grève huissier avec greffier qui gagne et que greffier huissier le tribunal là, opté pour observer le mode de grève, ça, situation grave, les demander une motivation pour que vous avez fini avec ça, ou bien même améliorer la situation. Jean, problème dans le centre carcéral Jacmel là. Il y a un effort qui fait de bon côté chaque acteur dans le système qui est dans la juridiction, et surtout bon côté paquetier, juge le tribunal là pour permettre que le problème joue une solution. Le greffier a accusé le département qui est en contact avec la presse, pas entendre camper ce mouvement ça. Alexandre Jean-Marie qui parlait dans le greffier, fait qu'on est après été mobilisé jusqu'à ce que le ministre de la Justice la mette Eddy Fortuné satisfait les revendications. Jusqu'à présent, pour gagner, non, parce que nous parlons sous 2 semaines là, après trêve que nous avons, l'État n'a pas jamais répondu à l'obligation. Donc, dans ce sens-là, nous sommes toujours motivés avec des voix. Nous sommes très motivés, surtout même que évoquer le chef syndicat qui est représenté dans tout le pays. Nous connaissons ça a pile conséquences. Oui, ça a pile conséquences, surtout pour les prisonniers, les avocats en même temps.
mais ça a pire conséquence sur nous tous, c'est gréviste ça. Greffier accusé le département, reprendre bateau pèlerin. Après 2 semaines de grève, il était accordé avec le ministère qui t'a semblé rester sans réponse. Faut que nous dit mouvement grève ça a paralysé en grande partie activité dans le commissaire Jacques Mella. Ça qui vient empirer tout, situation 482 prisonniers qui ont en détention préventive prolongée dans la prison civile là. Alex Moïse Jacques Mel, Vision 2000. Merci Alex Moïse. Dans la Grandance, des membres de la population de Léon, 2e section communale de Jérémie, ont manifesté hier devant le parquet de ce ressort pour réclamer justice en faveur de Evans Louis, jeune, un enfant de 5 ans dont le corps calciné décapité avait été retrouvé en août 2016. 7 des prisonniers assassins ont déjà été arrêtés. Ils sont actuellement incarcérés à la prison civile de Jérémie. Les détails avec Jean-Gary Joseph. Plusieurs paysans qui sortent dans Léon, qui était 2e section communale Jérémie, manifestent jeudi 15 février 2018 là, de façon pour demander justice pour un petit garçon, 5 ans de constat qui peut dire non, Evans Lugène, présumé bandit, dans un an tué, Boucanel, coupé des pieds, dépouillé de tête, la date 24 août 2016. Dans Léon, manifestants qui étaient massés devant le parquet Jérémie, avec pancarte dans le estimé de s'y attirer trop, mais pour que l'autre monde qui méritait journalisation. Nous venons là, nous c'est le conseil de notables et Léon, nous venons justement pour nous réclamer justice. Un petit garçon qui c'est Evans Paul Akounou et assassin Léon il a été tiré le 24 août 2016. Et petit garçon ça a nous joindre et contre la boule d'or sans pied, sans main, sans quai, sans foi. Et bien, la population a détecté, c'est une base qui est les bases en bas et c'est ça qui fait crime ça. Et bien, la population a débarqué dans le parquet pour demander la justice, pour bailler justice pour Evans, alias Akounou. Qui c'est un petit monde 5 ans qui ont été assassinés à la table. Et en ça a déploré, a déclaré, il n'y a pas qu'on a rien dans le dossier parce que il a dit mon qui était chef de dossier c'était Joël Pierre et Joël Moury, il a dit il n'y a pas qu'on a rien dans le dossier. Et nous-mêmes en tant que population. Le porteur pour le faire remarquer, dans le cadre de ceci-là, la police déjà a arrêté 7 personnes, dont là-dedans qui mourent dans la prison civile Jérémie, de Jérémie, Jean-Gary Joseph, Vision 2000. 877 blessés, dont 17 par balle. Seul le bilan encore partiel des 3 jours du carnaval national communiqué hier par le directeur départemental de l'Ouest de la santé publique, Dr Martial Benech. Aucun mort n'a été recensé, a-t-il indiqué. Écoutez ces déclarations au micro de Marie-André Bélange. Bilan pour jusqu'à minute à parler là, les partiels. C'est un dispositif ministère de la santé publique qui mettait en place sous leadership ministre Dr Marie-Greta Wacliman sous le patronage première dame qui était fonctionné à merveille. Et pour 3 jours partiellement, nous avons environ 877 cas. 877 cas, il y a 403 garçons là-dedans, 474 femmes. Pour clé par balle, premier jour, nous pas de gain, deuxième jour, nous avons 5, troisième jour, nous avons 12, au total fait 17. Faut que nous disions que pas gagné aucun mort que nous enregistré qui était un rapport avec l'activité carnaval là, jusqu'à présent. En attendant que bilan définitif là, mais c'est 0 mort. Donc, son façon pour nous dire que structure du ministère de mettre en place ça, il fonctionne et j'en dis bien. Et puis, gros problème, on a gagné, c'est des gens qui ont gagné des difficultés respiratoires dans la grande majorité des cas. Ensuite, nous avons gagné des gens qui blessés par arme blanche. Là, nous dit pas arme blanche, et c'est des gens qui ont brûlé, soit mon avis gilet ou bien on l'autre objet tranchant qui blessé. Et ensuite, grande majorité des gens qui blessés, c'est des gens qui ont cassé, soit on a laissé frapper ou bien recevoir un coup dans la tête. Et c'est une bonne pièce qui baille pour ça, nous pas privé déterminé. Et par la suite, il y a des gens qui ont des fractures qui sont en train de casser vers eux, et soit pendant ils ont bochat, pas gagné, et caoutchouc qui passait sous pied, mais pas gagné gros accident en termes que qui gagné en pile monde qui était victime de samedi là. Et n'ont pas enregistré des gens qui fait accident pendant la période là? Et non, pour l'instant non. Donc en attendant que nous gagnons un bilan définitif là, côté que toute partie prenante, à savoir la police, la protection civile, qui te gagné et on
travail et que tu as fait dans la question carnaval là et mairie de Port-au-Prince. Donc pour le ministère de la Santé publique qui a travaillé ensemble avec la Croix-Rouge, ensemble avec au Fatma, ensemble avec IO qui sont compagnies privées. Donc pour l'instant, grande majorité des gens qui étaient victimes de carnaval, c'est des gens qui ont des difficultés respiratoires. Ensuite, des gens qui sont blessés par arme blanche et par la suite, des gens qui ont des intoxication éthylique, c'est-à-dire des gens qui boivent alcool, qui viennent sous par la suite et qui ont été recevoir. Les activités ont repris timidement au Champ de Mars après le déroulement du carnaval national. La plupart des stands étaient démolis en milieu de journée, ce qui a occasionné la reprise de la circulation. Cependant, une odeur nauséabonde se dégageait dans la zone et des piles d'immondices étaient remarquées. Michel Xavier. Nous sommes dans l'ère du Champ de Mars. 48 heures après le déroulement des festivités carnavalesques, les activités y ont repris timidement. Presque tous les stands ont déjà été démolis. Il n'en restait que celui conçu en faveur de la première dame. Alors que le Champ de Mars est souvent considéré comme étant le plus grand espace de débat, notamment pour les étudiants et des chômeurs vivant dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, seulement quelques individus y ont été remarqués ce jeudi. Au cours de leurs échanges, ces derniers opinaient sur l'état d'insalubrité dans lequel est plongée la plus grande place publique de Port-au-Prince. Mais avant carnaval, on devait être mouvement porté qu'a fait quand même si c'est pour carnaval là, après qui ça. L'État haïtien non seul bagage. Sauf que les bons mouvements, si on fait, les ça va faire mouvement massif avec vous bagage. Mais pas jamais qui me vrai. Est-ce que les tables pour me faire ou elle capable. Le possible de faire des bagages, il fait le vrai. En ce qui concerne la vente d'articles, à l'occasion de la Saint-Valentin, il n'y a pas eu d'affluence au Champ de Mars cette année. Et les marchands que voici croient connaître la raison. Il faut dire que certaines rues du Champ de Mars n'étaient pas encore ouvertes à la circulation des véhicules dans la matinée de ce jeudi. Michel Xavier, Vision 2000. Merci Michel Xavier. C'est manque. La police annonce avoir procédé à 32 arrestations à l'occasion du déroulement des festivités carnavalesques dans la cité de Nissage à Sagers. Les individus arrêtés sont accusés de vol et d'atteinte à la pudeur, entre autres. 15 d'entre eux ont été libérés, les 23 autres déférés par devant la justice, a informé le porte-parole de la PNH dans le département de l'Artibonite, l'inspecteur Jean-Marie Rochnel. En ligne, Guillaume, c'est facile. En conférence pour la presse, la police baille dans le commissariat Saint-Marc, jeudi 15 février 2018, là, porte-parole de la police au niveau département, inspecteur Jean-Marie, félicité le travail, les 10 policiers ont réalisé pendant la période carnaval là, dans la cité de Sagers. Porte-parole PNH là, inspecteur Jean-Marie Rochnel fait connaître effectif policiers ont été augmentés au niveau commissariat Saint-Marc pendant le carnaval là. Porte-parole là annoncé que 38 personnes la police a arrêté pendant la période ça, que 15 là qui libérés et 23 autres à déférer au niveau de la justice. Arrestation ça vous fait pour vol, association malfecteur, atteinte à la pudeur et la trier. Inspecteur Rochnel Jean-Marie, c'est porte-parole la police, la Tibonite. L'infraction que nous avons posée dans le carnaval là, il y a un certain nombre de malfaiteurs qui conduisent avec sans permis à la parcours là, et on qui conduit à l'état privé, qui est trouvé à notre public, qui est fait à porte la police, qui est atteinte à la pudeur, mais pour la situation de malfaiteurs, nous avons tous les cas que nous après nos situation de malfaiteurs, c'est que le monde après les carnavalesques qui a un bon métier là, qui prend plaisir à pouvoir faire monde,
carnaval, mais qui est un comportement qui est vraiment déplorable, qui nous a été forcément. Et pour injurer avant la police dans l'exercice fonctionne 4 mois, parce que la police a fait travail, comme nous-mêmes nous constatons, la police a été débrouillée, malgré ça, il y a des gens qui ont accusé verbalement dans notre agriculture 4 cas. Il y a un dans la vidéo, le jeune 4 cas. Ça va toujours étonner nous, puisque c'est carnaval et malgré tout, la police a été pour atteindre dans la vidéo, ça veut dire que c'est un monde qui est de comportement qui est grave. Pour usage de stupéfiants, nos jeunes font cas. Comme je dis, la police peut être collée à mon action civique, c'est nettoyer par pour carnaval là, 10 jours, activités pour dérouler. Et enfin encore, population félicité du travail, il y a aussi force de l'autre réaliser les pénitentiaires et stagiaires pendant la période carnaval là. Il y a le Sébastien Semac, Radio Vision 2000. Merci Guiliano, c'est facile, sans transition. Robinson François, 22 ans, a été tué par balle. Léonica Amatas, une fillette de 7 ans, et Fritz Nelzelus ont été grièvement blessés au cours d'une attaque menée hier soir par des individus non identifiés contre la résidence privée de Jean-Philippe Amatas, proche du sénateur Nenel Kassi, dans la localité de Rousseau, dans la commune de Miragouane. Les détails avec Anne-Miriam Loiseau. Action criminelle dans la métropole Niplan Miragouane, 15 février 2018, là, il était environ 8 heures dans la soirée. Individu moun pas identifié, débarqué dans la localité des Rousseaux, entré Kaï Jean-Philippe Amatas, un militant Lavalas, bras droit de sénateur Nenel Kassi, tué un moun ak balle et blessé 2 l'autre. Moun qui mourit à c'est Robinson François, un jeune garçon 22 l'année qui prend 2 balles dans l'estomac ak dans bral. Blessé, c'est Fritel Zilus, cousin Amatas, qui recevra un balle dans pied gauche li, ak petite fille Léonica Amatas, un petit moun 7 l'année qui prend 2 balles, une dans genou gauche, l'autre là dans jambe droite li. Parlementaire a mis sous place déplorer cette fête là. Sénateur Nenel Kassi qui dit li indigné face à phénomène insécurité à l'idi Cap Valley terrain en ville là, rendre responsable agent PNH Nipio et partisan PHA yo. La fois dernière nous partisan qui a les chalons, les gars Kembel yo bat, les gars fait la pile les boutons pour chalon. Mais c'est PHK aussi désordre. Trop bateau, mais yo connaît que c'est dans camp PHK sorti. La police la complice pas voir ça qui passer et ça fait faut que dégage comme Jacques pour arrêter mon fait. Sénateur Kassi qui dit c'est pas la première fois partisan la victime à cause d'appartenance politique li, l'elle considéré pendant campagne libre, dit 100 fois ni loi, te tué un agent sécurité, mandé DGPNH pour faire changement dans tête direction départementale ni police là. Selon lui, dit dans le département, pas jamais pour responsabilité, malgré toute mauvaise acte, lui dit, partisan PHTK a commettre dans la ville Miragouane. Anne-Myriam Loiseau pour Radio Vision 2000. Le consortium des organisations du secteur privé de l'éducation a organisé hier sa 8e assemblée générale dans les locaux de l'université Quisqueya autour du thème mobilisation pour une pédagogie de la réussite. L'occasion pour la directrice exécutive du COSPE, Caroline Udicourt, de dresser un bilan positif des réalisations de l'organisation au cours de l'année 2017. Elle a fait état notamment de la mise en application des bonnes pratiques en éducation en différentes écoles du pays, notons que le COSPE est un regroupement de 12 organisations qui œuvrent au renforcement du secteur éducatif haïtien. Écoutez les déclarations de Caroline Udicourt au micro de Daphné Gédéon. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée Générale COSPE. C'est une activité que nous gagnons chaque année. COSPE, c'est un regroupement de 12 organisations qui travaillent dans l'éducation. Regardez, l'organisation qui mène COSPE, ça représentait pratiquement moitié de l'école dans le pays. Année ça, par exemple, nous avons fait une formation pour plus que 83 professeurs avec des collaborateurs haïtiens-canadiens qui sont des experts de longue date en éducation et des gens qui gagnent plus ou moins 40 ans d'expérience dans l'éducation au Canada, mais qui ont fait toute formation scolaire en Haïti, qui est venu de faire des interventions. En 2017, nous avons sorti une affiche sur les bonnes pratiques qui gagnent 10 bonnes pratiques en éducation que nous avons discuté dans l'Assemblée générale 2015 avec 2016. Toute organisation nous a décidé pour nous renforcer. Nous avons imprimé 10 000 affiches et dans l'activité, nous, dans la formation, dans la présentation, nous faisons nous renforcer bonnes pratiques. Nous avons une présentation de bonnes pratiques dans la zone Verret, où il y a 240 personnes qui ont participé. Donc, il y a professeurs, parents, élèves,
un député, un maire de Villiers, Saint-Marc Verrette, qui a participé à l'activité ça. Donc, nous mobiliser les populations de l'éducation, nous faisons plaidoyer et tout pour défendre le secteur. Par exemple, nous avons des rencontres avec des commissions d'éducation Sénat, des commissions d'éducation et députés pour débattre sur certaines questions concernant la loi sur l'éducation. Mais il y a une amélioration pour faire au niveau de la qualité. Nous pensons que le fait que les plus forts de l'école pour y a fait déjà une grosse différence. Même si on prend temps pour apprendre, même si nous ne pas arriver côté nous voulons par exemple, COSPE qui ont signé un accord avec les groupes canadiens collaborateurs, nous pouvons entrer dans une formation en ligne pour les enseignants pour améliorer les compétences en lecture. Et nous avons des programmes à promouvoir que nous présentons ici, qui est le biblioservice, qui motive non seulement enseignants pour le lire plus, mais pour faire entrer dans le domaine littérature, pour apprendre à la lecture. Donc, le travail pour amélioration. Il y a plus de monde qui l'école, ça fait déjà une différence souterraine, même si différence un peu et refléter dans l'économie pays. Mais dans tout fond des jeunes qui travaillent pour nous là, parce que 85% des jeunes qui gagnent une formation universitaire en Haïti, ils quittent le pays. Donc, quel que soit l'effort nous fait pour améliorer la qualité, c'est tout ça qui peut informer ça, aller, nous ne pouvons pas aller aucun côté. Vous voulez prendre des vacances en famille et vous avez besoin d'un financement rapide et avantageux? Crédit à la consommation Sogebank, toujours à côté. Moi, pour tous mes besoins de financement, je fais confiance à la